Tous les mois, l'agence Limpide vous présente Objectif, le podcast dédié à l'expérience utilisateur. Chaque jour, notre équipe œuvre pour un développement web sans a priori. Nous créons des sites internet pensés pour les utilisateurs et nous efforçons de remettre en question les croyances de ceux qui les imaginent. Car dans le feu de l'action, on peut avoir tendance à confondre ses propres exigences avec celles des utilisateurs finaux. Limpide vous donne les clés pour piloter un projet en toute objectivité. Solène, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette interview objective. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs? Oui, alors donc je suis Solène Saguez, je suis responsable de l'expérience utilisateur au sein de Bouygues Télécom grand public. Donc je travaille avec une équipe d'une dizaine de designers qui travaillent sur l'ensemble en fait du site Bouygues Télécom, donc que ça soit du e-commerce jusqu'à l'espace client, en passant par l'application mobile aussi espace client et également certains parcours qui concernent voilà, nos conseillers de vente, conseillers de clientèle. Voilà, et donc ce sont des designers qui sont répartis en fait sur l'ensemble du site. Donc ils ont chacun en fait un périmètre attribué pour travailler. Très bien, merci. Du coup, ça va être intéressant parce que le sujet de cette saison 1, c'est de parler du confinement et des confinements. Et en termes de conséquences sur votre organisation, quelles ont été les conséquences du confinement par rapport au travail des équipes? Alors effectivement, à la base, on n'avait pas forcément un télétravail qui était démocratisé, pour tous en tout cas. Parfois pour certains, mais peut-être un jour par semaine. Donc c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de vivre comme certaines entreprises qui faisaient du remote. En fait, finalement, on n'avait pas tellement cette habitude-là. Donc en fait, finalement, on a dû très vite se réorganiser autour de ce télétravail forcé. Et on a mis très vite à l'épreuve nos outils et nos méthodes de travail. Donc ça a changé pas mal de choses. Finalement, on était déjà équipés. En fait, il faut se dire aussi qu'on s'était un petit peu préparé quand même à ce confinement qui arrivait. Donc on a eu l'occasion de préparer un peu nos ordinateurs, nos PC, à être équipés pour pouvoir travailler à distance. Donc finalement, ça n'a pas été si brutal que ça. Lorsqu'on est passé tous en télétravail, tout le monde a un peu retrouvé très vite ses repères. On s'est très vite connecté sur Skype ou sur Teams pour nos réunions. Et puis d'un point de vue opérationnel aussi, l'avantage qu'on a eu, c'est que les 3/4 en fait finalement des designers sont en agile aujourd'hui. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont déjà en fait un certain nombre de rituels qui leur permet de se retrouver et qui n'a pas cassé le rythme en fin de compte de nos projets. Donc les designers avec les développeurs, les PO, etc. se retrouvaient sur leur rythme, leur rituel agile habituel. Donc ça, c'est vrai que ça a, je pense, permis quand même de conserver finalement le rythme de travail qu'ils avaient. Donc ils ont vraiment conservé leur rythme de sprint classique. Et donc on a pu continuer à délivrer comme à l'habitude. Donc ça a aussi éprouvé le fait que l'arrivée des feature teams chez Bouygues Télécom, voilà, c'était quand même quelque chose de positif en fin de compte dans l'évolution du produit. Ok, top. Et justement, en termes de méthodologie, tu disais que ça n'avait pas forcément beaucoup impacté les méthodes. Est-ce que vous avez mis en place des mêlées plutôt quotidiennes pour animer vos ateliers? Vous les faisiez en sortie de confinement, vous les faisiez en présentiel et distance. Comment vous vous êtes organisé en termes de méthodo? Ou peut-être que ça n'a pas du tout changé. Alors si, c'est vrai que je te disais que finalement, ça n'avait pas tellement changé, mais j'ai quand même dû abandonner un board visuel que j'avais l'habitude d'utiliser pour animer l'équipe. Donc ça, finalement, en fait, il était très vite oublié, ce board. Et en fait, on a très vite réagi, l'équipe, à d'elle-même recréer un Trello d'urgence pour se retrouver finalement autour de ce Trello-là le mercredi après-midi. Parce que le mercredi après-midi, c'est vraiment un moment dédié à l'équipe de designers. Et donc, finalement, on se retrouvait par Teams ou Skype autour de ce Trello-là. Donc, on a vite repris nos habitudes autour de ça, mais finalement, on s'est aperçu que le board visuel n'était plus possible.
Et d'ailleurs, même en déconfinement, on peut en reparler, mais aujourd'hui, il n'est plus tellement utilisé. Et d'ailleurs, par la suite, le Trello a été en fait d'urgence, mais finalement, après avoir éprouvé quelques outils, on a testé aussi Asana, qui a permis aussi de se retrouver plus facilement dans la manière dont on aborde les sujets, et surtout le découpage de l'équipe, puisque l'équipe est découpée aussi en chapters avec cette méthodologie agile qui permet en fait de retrouver les designers par grand domaine en fait de notre produit. Et donc on a réorganisé aussi un peu le Asana autour de ça. Donc c'est encore en expérimentation. En fait, on expérimente au quotidien en fait finalement des outils. Donc ça a quand même changé déjà dans notre mode de fonctionnement, effectivement. Et après, le gros changement, et ça, on a dû l'éprouver très vite aussi, c'est qu'on a l'habitude chez Bouygues Telecom d'utiliser des design sprints dans notre quotidien pour travailler avec les métiers sur des gros sujets. Et il s'avère qu'on avait un design sprint de prévu au moment du confinement. Et donc, on a dû très vite, se trouver une solution. Et en fait, on s'est déporté sur Miro. Ok. Donc, on a testé Miro. Et Miro, en fin de compte, ça a été une très bonne solution pour nous. On a vraiment adoré travailler sur Miro. On n'a pas eu de sensation, en fin de compte, de perte. Alors, mis à part la perte, on va dire, d'échange de post-it classique, de la session de vote sur les post-it, etc. Mais on a pu retrouver quand même des sensations du design sprint. Et finalement, l'effervescence et l'aspect collaboratif, on l'a tout de suite retrouvé au travers de Miro. Et donc, après avoir éprouvé très vite le design sprint sur Miro, on a trouvé que c'était un bon outil pour tous nos ateliers, parce qu'on a l'habitude d'animer énormément d'ateliers. Et en fin de compte, on a animé tous nos ateliers au travers de Miro. Et aujourd'hui, on continue à animer nos ateliers sur Miro. Nous, sur les outils, on utilise Miro et aussi Bicast qui permet de Oui, voter en direct ouais, pendant les ateliers. on Et a on de la se rend keynote. compte que Miro, donc anciennement Real Time Board, c'est ce grand tableau blanc digitalisé. Et en fait, on s'est rendu compte que, au-delà de l'outil en lui-même, ça plaisait aussi aux participants des ateliers de pouvoir retrouver ce post-it et revenir aussi un peu plus tard sur le tableau. Ce qui, parfois, sur un tableau physique, en fait, on y revient, mais on a du mal à relire le post-it, on ne se rappelle plus exactement du sujet. Et donc, c'est un outil qui marche bien aussi, nous, de notre côté, lorsqu'on anime. Et on le combine avec une keynote ou un Bicast pour Ouais, prendre ouais. Non, ça fonctionne très bien. Et puis, on se rend compte que finalement, pour l'animation, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais dans les points positifs, on se rend compte aussi que les participants sont beaucoup plus assidus, en fait, parce que forcément, il n'y a pas de discussions informelles qui peuvent se créer. Alors, on peut voir ça comme un point négatif, mais pour le coup, pour l'animateur, c'est un point positif parce que en fait, le timing de l'atelier est très bien respecté. Les consignes sont très bien comprises et les gens, finalement, prennent très facilement en main l'outil. Ouais. Et on a vu pas mal d'outils justement émerger de ce confinement et c'était sympa. Et justement, c'est une transition sur la suite, sur la veille. Qu'est-ce que tu as pu remarquer en interne ou en externe en termes de communication, d'outils, d'opérations, de projets qui est sympa, enfin que tu as trouvé sympa ou malin dans le monde du travail par Eh rapport bien, la première chose, je dirais, parce que tu me parles de veille, et pour le coup, pour faire sa veille, c'est clairement les formats webinars qui ont émergé, qui ont popé même d'ailleurs un peu partout, et d'ailleurs sur plein de sujets, hein, pas forcément que le digital, mais un peu aussi sur le confinement, sur les habitudes, les changements d'habitudes, les comportements, etc. Et donc des webinars, en fait, finalement, très accessibles, des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé à aller voir un meet-up. Là, finalement, entre midi et deux, sur une pause déj, avec un sandwich, on pouvait très facilement accéder à du contenu d'information et se tenir informé. Et ça recréait le lien, en fait, finalement, avec des sujets. Ça sortait aussi un petit peu de ce confinement aussi, hein. C'était aussi l'idée de sortir un peu de chez soi, mais en étant chez soi. Et puis de se tenir au courant aussi un petit peu de ce qui se passait, comment le marché évolue, comment les gens se comportent, ce qu'ils attendent, et puis comment les entreprises aussi fonctionnaient. Donc c'était intéressant ce format-là.
Et puis, donc, il y a eu beaucoup, finalement, les réseaux sociaux, donc LinkedIn aussi, qui a bien fonctionné pendant cette période-là aussi et qui continue. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et puis après ça, finalement, en fait, le télétravail qui se démocratise vraiment de plus en plus. Aujourd'hui, nous, on est revenu sur site, mais on est resté sur 2 jours de télétravail, 3 jours sur site, qui semble être assez approprié finalement aujourd'hui pour un équilibre vie pro-perso. Après, à voir comment ça va évoluer. C'est vrai qu'on est quand même content de se retrouver, mais finalement, d'avoir cet équilibre-là, voilà, ça éveille aussi la manière dont on peut travailler demain. Ouais, ça, nous, on l'a vu chez nos clients, même chez nous. C'est sympa de passer un peu plus de temps avec sa famille Ouais. et pouvoir bien mélanger vie pro, vie perso. Sur Mm. les webinaires, c'était intéressant ce que tu disais parce que nous, c'est un format qu'on a longtemps voulu faire, mais voilà, ça traînait dans les do-list depuis plusieurs mois, voire même années. Et du coup, nos talks, qui sont des petits déj qu'on fait au bureau, à l'agence, on ne pouvait plus les faire et on l'a fait évoluer du coup sur le format webinar. Et ça nous a ça nous a soulevé un point qu'on n'avait pas forcément identifié, c'est que donc nous, on travaille avec toute la France et quelques clients à l'étranger. Et en fait, les talks, c'est pour nos clients ou nos prospects qui sont uniquement à Paris. Et le webinar, ça nous a permis justement de toucher plus de monde en dehors de l'Île-de-France. Et du coup, on a trouvé ça assez intéressant. Et l'autre point, c'est que les sujets qui fonctionnent bien en termes de replay, d'inscrits et tout ça, on a remarqué que c'est des sujets très précis comparés à des sujets un peu plus génériques qui fonctionnent aussi, mais qui ont moins de performance. Là, on en a fait un sur le prototypage, par exemple, ou un autre sur le SXO. Et c'est des choses qui, en fait, sont consultées uniquement par des gens vraiment experts. Et on attire moins de curieux, mais par contre, on attire plus de monde. C'est assez intéressant. Ouais, Et c'est vrai. Oui, l'expertise, en fait, c'est beaucoup plus expert finalement. C'est beaucoup plus expert. Et après, à l'inverse, tu vas avoir des sujets sur lesquels tu ne te serais pas intéressé ouais, en temps normal et finalement, tu y vas. ouais, c'est pareil, des sujets sur la création de contenu ou le développement commercial, où c'est des choses un peu génériques, où je me dis, bon, je vais peut-être pas y aller sur un événement. En fait, j'en ai suivi un ou deux en webinaire, parce que c'est des choses qui, Mm. t'as pas à te déplacer, quoi. Et justement, il y a une dernière question là sur la prospective. Qu'est-ce qui, selon toi, va rester en termes d'usage ou de manière de travailler après cette crise Covid? Pour le coup, je pense que, en tout cas, je pense que les ateliers, effectivement, sur Miro, alors peut-être pas tous, mais pour le coup, certains ateliers vont se poursuivre très probablement de manière digitalisée. Je pense, par exemple, oui, à des ateliers qu'on a envie de faire avec des utilisateurs ou des clients ou des métiers qui sont pas forcément sur place et qu'on n'a pas besoin de faire déplacer. Et puis, nous, on l'a vu aussi parce que aujourd'hui, on utilise la solution Testapic, donc on a l'habitude en fait de faire nos tests utilisateurs à distance de manière non modérée pour Testapic. Maintenant, nous, se pose la question, en tout cas, des tests utilisateurs modérés à distance. Effectivement, je pense qu'on avait un peu cette habitude de guérilla test ou de tests utilisateurs en présentiel, ce qui va être un peu plus compliqué, en tout cas du moins pendant cette période et les prochains mois. Donc je pense qu'on va devoir en tout cas se réhabituer, c'est sûr, à faire des tests utilisateurs à distance, que ça soit modéré ou en non modéré. Donc ça, dans tous les cas, je pense que ça va changer notre mode de travail autour de la recherche utilisateur. Donc la recherche utilisateur va forcément évoluer dans ce sens. Et puis après, de manière générale aussi, le mode hybride, j'ai envie de dire, entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont sur site, parce qu'on ne sera pas forcément tous les jours ensemble sur site. Et donc, je pense qu'on va aller vers de l'hybridation de nos réunions, de nos modes de travail. Et ça, forcément, déjà, ça va faire évoluer les technologies sur site, parce qu'on le voit quand tu es en mode hybride et que tu en as 10 qui sont en réunion. En fait, finalement, la pieuvre, elle ne reçoit pas super bien le son de tous les participants, donc c'est très bruyant, c'est assez compliqué. Donc, d'une part, ça va faire évoluer la manière dont on est en conversation informelle pendant une réunion.
et où pas tout le monde peut suivre et ça brouille en fait le son. Et puis aussi la technologie dans les salles de réunion pour avoir un meilleur son audio, très probablement de la visio aussi, réintégrer quasiment obligatoirement de la visio, en tout cas pour certaines réunions. Donc ça va faire aussi, je pense, évoluer les entreprises sur ces technologies-là. Ouais, bah on le voit aujourd'hui d'ailleurs, on a des bureaux sympas aujourd'hui. Et, on en profite pour faire un petit bonjour à Testapic. Nous, on travaille avec eux, on est partenaires certifiés et on les place sur tous nos projets. C'est une solution qui fonctionne pas mal et qui est vraiment, enfin, je trouve qu'elle est bien faite. Nous, on a des bons retours, clients. On a testé plusieurs solutions du marché françaises et internationales. Et c'est vrai que Testapic, c'est une solution française qui fonctionne très bien. Très ouais. Ouais. Et puis pour le coup, on peut dire que en fait, finalement, sur l'ensemble de nos méthodologies, on n'a pas eu de rupture entre Miro et Testapic. On a pu autant animer, accompagner les métiers, suivre nos projets que réaliser notre recherche utilisateur, mais sans souci, et continuer à analyser l'expérience de nos utilisateurs pendant cette période. Donc, ouais, effectivement, c'était un outil qui nous a bien servi. Et même si on travaillait déjà depuis un certain temps avec eux avant, pour le coup, on était ravis d'avoir cette solution avec nous pendant cette période. Top. J'espère qu'ils verront cette vidéo et qu'ils seront contents. Jean-Baptiste, si tu nous regardes. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour discuter avec nous. Et à bientôt. Ouais, merci Cyril, à bientôt. À bientôt.